Allô, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Merci. Naam. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Donc, désolé, on a eu un petit problème technique, on a dû changer de poste. Donc là, j'attends que tous les participants puissent rejoindre le cours. Il reste à peu près une vingtaine de personnes en attente. Donc, je vous demande de garder l'adresse mail, mon adresse mail. Donc, vous pouvez m'envoyer toutes vos questions et je vais répondre à vos questions à la fin de tous les cours. On pourra même en discuter donc, sur un forum, sur la plateforme e-learning. Donc là, il y a 6 personnes encore qui attendent. Et on va commencer. L'intitulé du cours de notre première session de la matinée, c'est les règles de prescription des antidiabétiques. Les objectifs pédagogiques de notre cours sont les suivants. C'est de connaître les différentes classes des médicaments antidiabétiques, connaître leur mécanisme d'action et pour chaque classe thérapeutique, connaître les indications, les effets indésirables, les contre-indications et les précautions d'emploi. Le plan que nous allons suivre est le suivant. On va voir en grand 1 une introduction, en grand 2 la classification des différents antidiabétiques qui comprend de 1 à 6 les insulines, les insulinosécrétagogues, les insulinosensibilisateurs, les médicaments qui agissent directement sur le métabolisme du glucose, les incrétinomimétiques et enfin les inhibiteurs du SGLT2 et on finira par une conclusion. En introduction, vous savez que le traitement du diabète s'adapte tout au long de l'évolution de la maladie diabétique. D'autant plus qu'il varie selon chaque personne et selon le type du diabète. Donc c'est un traitement qui est personnalisé à chaque patient. Mais dans le diabète de type 1, qui résulte d'une destruction des cellules bêta pancréatiques, aboutissant à une carence absolue en insuline, donc le seul traitement, c'est l'insulinothérapie substitutive. Le diabète de type 2, dont le mécanisme physiopathologique est plus complexe, associant essentiellement des anomalies de sécrétion de l'insuline par les cellules bêta de l'engérance à une insulinorésistance des tissus périphériques. Le traitement repose sur l'association de mesures génodiététiques, d'antidiabétiques oraux, insuline et aussi des médicaments injectables non insuliniques. Deuxièmement, on va voir la classification des antidiabétiques. Donc, on a en gros
six grandes classes. Les insulines, qui comportent les insulines humaines et les analogues de l'insuline humaine. On a les insulinosécrétagogues, qui comprennent les sulfamides et les glymides. Les insulinosensibilisateurs, représentés essentiellement par les biguanides, le benfluorex qui a été retiré du marché, les glitazones qui ont été retirés du marché dans certains pays européens. Les médicaments qui agissent directement sur le métabolisme du glucose, on a les inhibiteurs des alpha-glucosidases. Les incrétinomémétiques, représentés par les analogues du GLP-1 et les gliptines, appelés aussi inhibiteurs de l'ADPP4. Et la dernière née, c'est la classe des inhibiteurs du SGLT2, donc c'est la famille des glyphlosines. On va commencer par les insulines. Par définition, donc l'insuline humaine, c'est un polypeptide de phényldalkane qui est composé de deux chaînes qui sont reliées entre elles par des ponts disulfure, c'est la chaîne A et la chaîne B, donc qui comportent respectivement 21 et 30 acides aminés. Donc en thérapeutique, donc l'insuline utilisée tout d'abord était de l'insuline animale, donc extraite du pancréas, du porc ou du bœuf. Par la suite, elle a subi plusieurs Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez les diapos? Non, Non? on voit rien, mais on entend. Pas d'image. Non. Bon, là, il y a un petit... Et là, est-ce que vous voyez la diapo? Non. Vous voyez pas les diapos? Non. Bon, la connexion, elle est Oui, oui. Oui. Ça va. Très bien, oui. stable, donc il y a des coupures. À chaque fois, je suis coupée. Donc là, vous m'entendez? Oui, Oui. Vous voyez les diapos? Oui, on vous entend. oui. Oui, on Oui. voit les diapos. Très bien. Alors, ça a été coupé à quel moment? Donc, est-ce que vous avez vu donc la partie... L'insuline humaine. L'insuline. L'insuline humaine. Donc, La là, vous définition. avez vu et entendu. Quand on est arrivé à la définition des insulines humaines et analogues de l'insuline humaine, je reprends de cette partie. Oui. Oui, exactement. Oui, exactement. Ok, on recommence. J'espère qu'on ne va pas être coupé parce que déjà, on a bouffé beaucoup de temps. Allez, on redémarre. Donc, je vais vous mettre en muet et s'il y a un souci, vous m'envoyez un message, ok? D'accord. Ok. Alors, donc on s'est arrêté donc donc à la partie des insulines humaines et analogues de l'insuline humaine. Donc on a dit que
l'insuline utilisée en thérapeutique, tout d'abord, au début, ils ont utilisé de l'insuline animale qui a été extraite du pancréas, du porc et du bœuf. Ça a subi beaucoup de purification pour obtenir une insuline de plus en plus homogène. Puis, ça s'est développé pour utiliser des insulines humaines et enfin des analogues de l'insuline humaine, et ceci dans l'objectif d'avoir une insuline de plus en plus pure et semblable à l'insuline humaine afin d'éviter l'apparition d'anticorps. Les insulines humaines, elles sont issues par des procédés de génétique obtenus par l'insertion d'un gène codant pour les chaînes 1 et B de l'insuline humaine dans l'ADN des bactéries. Et en se répliquant, on aura la fabrication des chaînes 1 et B. Les analogues de l'insuline humaine, elles sont elles aussi issues du procédé de génétique, où un ou plusieurs acides aminés de la protéine normale sont remplacés. Pourquoi? En vue de modifier soit la cinétique, soit la solubilité de l'insuline. Comment sont classées les insulines? En pratique, les insulines, elles sont classées essentiellement en fonction de leur rapidité d'action et de leur durée d'action, en insuline de durée d'action très brève et brève, en durée d'action intermédiaire et en durée d'action vraiment prolongée. Donc sur cette plaque, vous voyez un schéma des différentes insulines disponibles et leur durée d'action. Donc en noir, c'est de l'insuline ultra rapide, c'est la sparklisproglycine, commercialisée respectivement sous le nom de Novorapid, Humalog et Apidra. En bleu foncé, vous avez la régular, vous voyez qu'elle est rapide, mais un peu moins que la précédente. Ensuite, on a les insulines intermédiaires, en rose, on a la NPH et en vert, on a la détémir. Pour la NPH, la durée d'action, elle avoisine les 18 heures. La détémir la dépasse de peu pour atteindre les 20 heures. Enfin, pour les insulines lentes, avant, on était avec les insulines lentes type glargine. Dans la durée d'action, était de 24 heures. Tout récemment, une autre insuline, disons, plus lente encore, a vu le jour, c'est le Degludec, et c'est des insulines dites ultra lentes. Dans la durée d'action, elles dépassent les 24 heures. Le mécanisme d'action des insulines. L'effet hypoglycémiant de l'insuline est obtenu par les mécanismes suivants. Par la glycogénogénèse musculaire et hépatique, par l'inhibition de la glycogénolyse hépatique et la lipogénèse. Il faut savoir que la délivrance progressive et prolongée de l'insuline, elle est obtenue soit par l'injection de la préparation insulinique en sous-cutanée, mais aussi par la jonction du zinc et ou de la protamine aux préparations d'insuline. Ceci va permettre de délivrer progressivement dans la circulation sanguine l'insuline administrée. Les voies d'administration, on a la voie sous-cutanée, la pompe à insuline et la voie intraveineuse. La voie sous-cutanée, actuellement, les stylos d'auto-injection, qui soient à cartouche rechargeable ou des stylos qui sont complètement à usage unique, une fois le stylo terminé, il va être jeté. On remplaçait les petites seringues à insuline. Ensuite, on a la pompe à insuline qui, elle, nécessite une prise en charge spécialisée par des centres et des équipes expérimentées. Et enfin, la voie intraveineuse, elle est destinée pour la prise en charge. Des complications aiguës. Comme vous voyez ici, on va mettre l'insuline dans le pouce-seringue électrique pour être administré en continu. Les indications de l'insuline. Dans le diabète de type 1, c'est le traitement substitutif. Elle constitue le seul traitement du diabète de type 1.
Dans le diabète de type 2, donc l'insulinothérapie peut être indiquée en cas d'échec en termes d'hémoglobine glyquée, donc des mesures hygiéno-diététiques associées aux autres antidiabétiques oraux. En cas de contre-indication aux ADO, en cas de grossesse et de période périconceptionnelle, en cas de décompensation métabolique aiguë, au cours de certains états aigus, donc tels que l'IDM, le sepsis sévère, l'intervention chirurgicale, ou en cas de lutte transitoire contre la glucotoxicité. La seule contre-indication de l'insuline, c'est l'hypoglycémie. On ne va jamais administrer de l'insuline chez un patient qui est en état d'hypoglycémie. Les effets indésirables, c'est essentiellement l'hypoglycémie. Les réactions allergiques locales, donc on peut avoir quelques réactions au niveau des points d'injection, mais les réactions générales ont été décrites, mais elles sont rares, voire exceptionnelles. Aussi, on a la lipodystrophie, l'hypokaliémie et la prise de poids. Pour les règles de prescription, donc, quand on commence une insulinothérapie, il convient d'apprendre certains éléments aux patients. Donc, on apprendra aux patients la technique d'injection, que l'horaire sera selon les repas. On lui apprendra de multiplier les sites d'injection afin de limiter la lipodystrophie. On lui apprendra de faire son injection sous-cutanée de façon perpendiculaire à la peau et d'attendre 10 minutes avant de faire le retrait de son stylo injectable, auto-injectable. Une insulinothérapie ne se conçoit pas sans une autosurveillance glycémique. Donc, par la glycémie capillaire qui va se faire au minimum pendant 3 fois par jour. La valeur sera notée sur le carnet d'autosurveillance du patient. Le patient apprendra qu'il a des objectifs d'être entre 0,8 et 1,2 g à jeun, d'être entre 1,2 et 1,6 g par litre en postprandial. La réalisation d'une bandelette urinaire à la recherche d'une cétonurie doit se faire systématiquement dès que la glycémie dépasse les 2,5 g par litre. On devrait aussi éduquer le patient quant aux facteurs favorisant les variations glycémiques. Donc, le patient, on va lui apprendre les facteurs hyperglycémiants, tels qu'une alimentation riche, un repos physique inhabituel ou bien une dose trop faible d'insuline. Les facteurs hypoglycémiants aussi, qui sont une alimentation pauvre, une augmentation de l'activité physique et une dose trop importante d'insuline. Et ceci dans l'objectif d'apprendre aux patients ce qu'on appelle l'autocontrôle des injections. L'autocontrôle des injections, c'est-à-dire que le patient, il va apprendre à gérer ses doses. Et ceci en maîtrisant donc les facteurs de variation glycémique. Donc, on peut utiliser la méthode compensatoire. La méthode compensatoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? On va adapter la dose de l'insuline qui va être injectée par rapport aux glycémies antérieures, donc qui datent des derniers jours, donc qui datent des 2-3 derniers jours. Donc le patient, il va voir son cycle glycémique des 2-3 derniers jours pour adapter ses doses d'insuline. Donc, s'il fait de l'hyperglycémie, donc il va rajouter 2 unités s'il fait de l'hyperglycémie depuis plus de 2 jours. Par exemple, si la veille, il a fait une hypoglycémie qui est inexpliquée, c'est-à-dire la dose d'insuline était correcte, il n'y avait pas un facteur qui a été identifié et on favorisait cette hypoglycémie, ben, le lendemain, on va réduire 2 unités de la dose d'insuline. La méthode anticipatoire. La méthode anticipatoire, donc on va adapter la dose d'insuline par rapport aux facteurs de variation glycémique. C'est-à-dire, le patient, il va être face à un événement hypoglycémiant. Par exemple, il sait qu'il va faire un effort physique inhabituel, qu'il va manger une ration alimentaire moindre. À ce moment, il va réduire sa dose d'insuline. Dans la situation inverse, s'il y a un événement hyperglycémiant,
s'il sait qu'aujourd'hui, il ne va pas avoir une activité physique aussi importante que d'habitude, qu'il va avoir un repas plus important que d'habitude, à ce moment-là, il va augmenter sa dose d'insuline. Et toujours apprendre au patient qu'il doit avoir du sucre sur lui, et ceci pour pouvoir faire son resucrage oral en cas d'épisode ou bien d'accident hypoglycémique. Donc, on a terminé avec les insulines, on passe aux insulinosécrétagogues. Donc, dans les insulinosécrétagogues, on va commencer par les sulfamides hypoglycémiants, appelés aussi les sulfonylurées. Donc, pour leur mécanisme d'action, donc les sulfamides, ils vont se fixer. Donc, vous allez me suivre sur le schéma. Donc, les sulfamides je suis en train d'accepter les autres étudiants au fur et à mesure. Hein. À chaque fois que j'ai des participants, je les admets. Donc, je retourne à la diapo précédente, c'est ça? Donc, je retourne à la diapo précédente. Donc, là, c'est l'autocontrôle des injections. L'autocontrôle des injections, on a deux méthodes. Autocontrôle des injections, c'est-à-dire que c'est le patient lui-même, on va lui apprendre comment il va ajuster ses doses d'insuline. Donc, la première méthode, c'est la méthode compensatoire, c'est-à-dire que le patient, on va lui apprendre d'adapter ses doses par rapport aux glycémies antérieures. C'est pour ça qu'on a dit au début qu'on doit lui apprendre de faire l'autocontrôle glycémique. L'autosurveillance glycémique. Donc, il va faire son cycle glycémique des 2-3 derniers jours. Si sur son cycle glycémique, on va constater une hyperglycémie qui persiste depuis plus de 2 jours, on va rajouter 2 unités d'insuline de plus par rapport à sa dose habituelle. Par contre, si le patient fait une hypoglycémie inexpliquée, c'est-à-dire sans aucun facteur provoquant identifié, donc on va réduire de 2 unités la dose d'insuline le lendemain. La deuxième méthode, donc c'est la méthode anticipatoire. C'est la méthode anticipatoire. Donc là, on va apprendre au patient d'adapter ses doses par rapport aux facteurs de variation glycémique. Donc là, le patient, il connaît les événements ou bien les facteurs hypoglycémiants. Donc quand il sait par exemple qu'il va manger peu ou bien qu'il va faire un effort physique plus important que d'habitude, il va réduire sa dose d'insuline. Et inversement, s'il y a un événement hyperglycémiant, par exemple, il sait aujourd'hui qu'il ne va pas travailler, qu'il va rester à la maison et qu'il va manger plus que d'habitude, il ne va pas faire d'activité physique, là, il va augmenter sa dose d'insuline. Et toujours rappeler au patient et lui apprendre de toujours avoir du sucre sur lui en cas de survenue d'hypoglycémie afin qu'il puisse faire son resucrage oral. Donc maintenant, on passe aux insulinosécrétagogues, donc les sulfamides hypoglycémiens, donc la première famille, donc c'est les sulfonylurées. Donc je vous demande de me suivre sur le schéma pour comprendre le mécanisme physiopathologique qui est tout simple. Donc les sulfamides, ils vont se fixer sur, voilà les sulfamides, ils vont venir se fixer sur la protéine sûre des canaux potassiques ATP sensibles qui sont présents sur les cellules bêta des îlots de Langerhans. Car cette cellule, c'est la cellule bêta de Langerhans. Là, c'est le canal potassique et là, les sulfonylurées qui vont venir se fixer sur un récepteur spécifique qui est le récepteur sûr. Donc, en se fixant sur ce récepteur, ils vont induire la fermeture de ce canal potassique ATP sensible, entraînant une dépolarisation de la cellule bêta-pancréatique. Donc, l'onde de dépolarisation va envahir toute la cellule, arrivant au canal calcique. Le canal calcique va être ouvert et il y aura une entrée de calcium dans la cellule. Une fois entré dans la cellule, donc il va aller au niveau des granules qui contiennent de l'insuline et provoquer leur dégranulation et la sécrétion de l'insuline. L'efficacité des sulfamides hypoglycémiants, elle dépend de la capacité résiduelle du pancréas à sécréter l'insuline.
Les sulfamides hypoglycémiants donc, peuvent être classés en 3 classes en fonction de leur durée d'action rapide, intermédiaire, lente. Donc, sur ce tableau-là que vous avez sur votre support, donc, il y a les différentes molécules rapides, intermédiaires et lentes. Les effets indésirables des sulfamides. Donc, retenez, qui dit sulfamide dit risque d'hypoglycémie. Car les hypoglycémies des sulfamides, elles sont graves et prolongées, surtout chez les patients âgés, les malades dénutris et les insuffisants rénaux. Les sulfamides hypoglycémiants peuvent entraîner une prise de poids modéré de 2 à 3 kg et exceptionnellement, ils peuvent occasionner des allergies cutanées, donc des perturbations hématologiques à type de thrombopénie auto-immune, des anémies hémolytiques et des agranulocytoses et enfin des hépatites. Les sulfamides sont contre Donc là, vous m'entendez? Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui. D'accord. Oui, Donc, on vous entend. Oui, on vous entend. continue. Donc, pour les précautions d'emploi des insulinosécrétagogues, donc essentiellement, on doit faire attention chez le sujet âgé, chez qui on va privilégier les sulfamides à durée d'action courte. Pour la titration des doses, on doit procéder à une titration plus lente des doses. On doit veiller à la régularité des prises alimentaires et au risque d'automédication. Donc, on doit apprendre aux patients de ne pas prendre aucun médicament sans l'avis du médecin traitant.
il convient aussi d'avertir le patient sur les symptômes d'hypoglycémie et des circonstances qui vont favoriser ces accidents hypoglycémiques. Pour les interactions médicamenteuses, donc il faut savoir que les sulfamides vont interagir avec de très nombreux médicaments et leurs interactions peuvent être de plusieurs types. Donc, avec des médicaments qui ont le même mécanisme d'action, tels que les sulfamides antibactériens, car ils conservent toujours une activité hypoglycémiante, donc le risque d'hypoglycémie va être majoré. Avec des médicaments qui vont potentialiser l'action hypoglycémiante des sulfamides, en modifiant leur métabolisme par une inhibition enzymatique. C'est le cas avec le miconazole et le fluconazole. Avec certains médicaments qui masquent les symptômes de l'hypoglycémie tels que les bêta-bloquants. Avec les IEC qui améliorent la tolérance du glucose et majorent l'effet hypoglycémiant des sulfamides. Et avec certains médicaments qui modifient la disponibilité par leur déplacement des liaisons de protéines plasmatiques. Donc, on aura une augmentation de l'effet hypoglycémiant, c'est le cas avec les ANS, les AVK et les fibrates. Il faut noter aussi l'effet diabétogène de certains médicaments qui vont diminuer l'effet hypoglycémiant des sulfamides. Donc, autre famille, dans la classe des insulinosécrétagogues, on a les glinides. En gros, ils ont le même mécanisme d'action que les sulfamides. Bon, ils vont agir sur la cellule bêta-pancréatique en fermant les canaux potassiques et en ouvrant les canaux calciques, entraînant une insulinosécrétion pancréatique. Cependant, ils n'ont pas le même récepteur. Leur action elle est plus rapide et plus brève que les sulfamides hypoglycémiants. Ils réduisent surtout les glycémies postprandiales et entraînent moins d'hypoglycémie que les sulfamides. Donc, les présentations disponibles, c'est la répaglinite et la nacéglinite. Donc, ce qui est commercialisé en Algérie, c'est la répaglinite avec ses différents dosages de 0,5, 1 et 2. Pour les effets indésirables, donc c'est les hypoglycémies qui sont plus rares, les troubles gastro-intestinaux, les allergies, les troubles de la vision, les troubles hépatiques et les troubles hématologiques. Les glinides sont contre-indiqués en cas d'hypersensibilité connue aux produits, dans le diabète de type 1, dans l'acidocétose diabétique, dans l'insuffisance hépatique sévère chez la femme enceinte et allaitante et en cas d'utilisation concomitante avec le gène fibrosile. Pour les interactions médicamenteuses, donc le risque d'interaction médicamenteuse, il est identique à celui des sulfamides hypoglycémiants, donc avec la particularité du gène fibrosile dont l'association est formellement contre-indiquée avec les glinides. Donc le gène fibrosile est un médicament hypolipémiant. Maintenant, on passe à la classe des insulinosensibilisateurs. Donc, on a les biguanides. Les biguanides, donc, représentés par la metformine. La metformine, son mécanisme d'action est de réduire la glycémie basale et postprandiale en agissant à 3 niveaux. Donc, au niveau hépatique, par la diminution de la production hépatique du glucose, en inhibant la néoglucogénèse et la glycogénolyse hépatique. Au niveau intestinal, où on a un retard d'absorption intestinale du glucose. Et au niveau musculaire, donc périphérique, ça va favoriser la capture et l'utilisation périphérique du glucose, principalement au niveau musculaire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, la metformine, elle va augmenter l'affinité des récepteurs à l'insuline. À côté donc, de ces effets-là, donc, la metformine va réduire les triglycérides et le LDL cholestérol. Elle va entraîner une réduction pondérale et ceci sans donner d'hypoglycémie. L'indication de l'insuline, de la metformine est indiquée en première intention dans le traitement du diabète de type 2 en association au régime alimentaire et les mesures hygiéno-diététiques pour rétablir l'équilibre glycémique. Pour les effets indésirables, donc les effets indésirables des biguanides, donc de la metformine,
retenez en premier lieu les troubles gastro-intestinaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont très, très fréquents. Essentiellement au début du traitement. Ça entraîne des nausées, des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales, une perte d'appétit. Donc, c'est des plaintes qui sont très fréquentes des patients. Et pour pallier à ça, on va conseiller à nos patients de prendre donc, leur comprimé, soit au cours ou bien à la fin du repas, afin d'améliorer la tolérance gastro-intestinale. Donc, le deuxième effet indésirable, donc, il est exceptionnel, mais il risque d'être mortel, c'est l'acidose lactique. Autre effet, on a une diminution de l'absorption de la vitamine B12 et autre, on peut avoir des réactions cutanées et des perturbations du goût. Les contre-indications des biguanines, c'est devant toute affection qui va entraîner une hypoxie tissulaire telle que l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque aiguë ou bien une infection aiguë sévère. L'insuffisance hépatocellulaire et l'alcoolisme, l'insuffisance rénale. Retenez que l'insuffisance rénale, elle nécessite une adaptation posologique. Et l'arrêt de la metformine donc, sera envisagé en cas d'insuffisance rénale sévère avec une clairance inférieure à 30. Retenez ça. L'acidocétose diabétique impose l'arrêt immédiat du traitement et enfin la femme enceinte et allaitante. Pour les précautions d'emploi, donc, il convient d'avoir le réflexe d'arrêter transitoirement la metformine dans les situations suivantes. 48 heures avant une intervention nécessitant une anesthésie générale. Dans les 24 à 48 heures, donc, avant la réalisation d'un examen radiologique nécessitant une injection de produits de contraste iodé. En cas d'affection intercurrente avec risque de déshydratation et d'insuffisance rénale, ou bien avec risque de collapsus ou bien d'hypoxie. Donc, on arrêtera la metformine en cas de survenue de signes évocateurs d'acidose lactique débutante, à type de crampes musculaires et de douleurs abdominales. Retenez que la metformine est contre-indiquée pendant la grossesse. Donc, sur ce tableau, donc, on a l'adaptation